Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire Calimeta 2. Euh, on est à 15 participants. Je vais attendre encore 1 ou 2 minutes, histoire qu'il soit 30-32 pour pouvoir commencer. Arrive tranquillement. Bon, allez, c'est parti. Donc bonjour à toutes et tous et donc bienvenue pour ce webinaire. Je suis accompagnée, donc moi déjà je suis Laurine Duclos, la référente Calimeta pour le Club Biogaz. J'ai pris la suite de, si vous connaissez Marion Mélix, depuis 1 an. Et je suis accompagnée de Séverine Ducoté pour la région Île-de-France et de Céline Porel, responsable Calimeta chez Solagro. Et avec nous aussi, on a François Istas, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, pour le Crédit Agricole. Donc, nous démarrons. Donc, ce webinaire, pour rappel, est enregistré et sera disponible en replay. Vos micros sont déjà éteints et vos caméras aussi, c'est normal, mais pour communiquer, n'hésitez pas à poser vos questions au travers de l'onglet questions et on pourra vous y répondre à la fin de la présentation. Et donc, je commence. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, je vais vous faire une petite présentation générale du label. Ensuite interviendra donc Séverine Ducoté et François Istas qui nous feront un témoignage un petit peu sur leur vision du label. Ensuite, je vous parlerai des cibles du label, qui est-ce qu'on vise avec ce label et un petit point sur les montages contractuels qui sont possibles. Ensuite, on parlera de Calimeta 2 directement, donc quels sont les renforcements et qu'est-ce qui a changé. Et ensuite, on parlera un petit peu plus de comment vous préparer à ce label 2.0. Et puis après, on fera des précisions sur comment se passe l'audit, la labellisation. Et enfin, on aura la chance d'avoir le témoignage de Solagro, qui a été le premier labellisé Calimeta 2. Donc le label, d'où il vient? Ça vient donc des réflexions du GT Qualité qui était piloté par le Club Biogaz depuis 2016. Et ce GT finalement cherchait à améliorer la qualité au sein des projets de méthanisation, harmoniser un petit peu les pratiques et diffuser justement les meilleures pratiques. Et c'est de là donc qu'est sorti le premier référentiel qui avant était donc Calimeta tel qu'on le connaît. Et désormais, on peut appeler Calimeta 1 puisqu'une deuxième version est sortie suite au retour d'expérience qu'il y a eu sur la première version. Et donc, cette deuxième version, aujourd'hui, elle remplace définitivement Calimeta 1 depuis le 1er juillet. Donc, ça veut dire que tous les nouveaux candidats ou renouvellements se font obligatoirement sur cette deuxième version. Et puis, pour ceux qui ont contractualisé un audit sur Calimeta 1 qui était déjà prévu et donc qui est prévu, admettons, en septembre, là, c'est normal qu'on aura encore quelques labellisés Calimeta 1 et ensuite, ce sera bien la 2 qui prévaudra.
Et donc, ce label, à quoi il sert? Il sert d'abord à clarifier les rôles des intervenants, le périmètre d'action et de mission, et à clarifier les interfaces entre les intervenants et de la conception et construction des unités de méthanisation, ce qui permet donc de professionnaliser, harmoniser les pratiques, et puis surtout derrière, rassurer les assurances, les parties prenantes du projet, les financeurs, comme pourra nous témoigner François tout à l'heure, et puis surtout les clients finaux, les porteurs de projets qui mettent beaucoup de sous dans ces projets-là et qui ont donc besoin d'être entourés d'entreprises de confiance concernées par la qualité de leurs prestations. Donc le label, comment il s'organise, comment ça se passe? Il y a déjà première étape qui est la préparation de ce label, et c'est finalement l'étape la plus longue, puisque c'est là où vous allez devoir réaliser votre audit interne et vous préparer aux exigences du label. Et pour ceux qui sont en renouvellement, c'est une étape à pas négliger, parce que c'est pas parce qu'on est Calimeta 1 que Calimeta 2, on va gagner du temps sur la préparation, puisque Calimeta 2 est un peu plus exigeant. On va demander des choses plus précises dans chaque critère. C'est un peu plus drivé, si je puis dire. Donc, c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. Donc, on compte environ 1 an. Et puis, d'ailleurs, on conseille de se préparer dès l'audit de surveillance sur Calimeta 1, admettons. Vous pouvez d'ores et déjà regarder la grille Calimeta 2 pour vous préparer aux exigences, bien que votre audit de surveillance soit bien sur la version 1. Donc ensuite, il y a la phase de candidature et de recevabilité. Donc même si on est en renouvellement, il faut repasser par cette étape-là parce qu'il y a des questions à se reposer, peut-être dans l'évolution de vos activités. Donc cette phase-là, elle dure environ 1 mois et elle est majoritairement réalisée par les organismes d'audit, mais il y a aussi une consultation du club de gaz et de la commission de labellisation. Et ensuite, donc, on passe à la phase d'audit. Donc là, c'est tel qu'on peut la connaître. Donc c'est un auditeur qui vient sur place sur le site même de la société, et enfin le siège, et qui va procéder à l'audit, qui va donc ensuite éditer un rapport avec potentiellement des non-conformités. Donc à ce moment-là, il faudra les retraiter avec l'auditeur. Et puis, s'il n'y a pas de non-conformité majeure, on a un rapport d'audit qui va être présenté au secrétariat du label que je tiens et que je vais présenter ensuite en commission de labellisation pour pouvoir ensuite prendre une décision sur la labellisation. Et donc, on aura à minima 2 types de labellisation. La première, c'est la labellisation pour 3 ans. Donc, c'est celle qui est classique et qui s'est vue en fait finalement sur toutes les dernières labellisations. Donc, on labellise pour 3 ans et puis on fait un audit de surveillance à 18 mois. On rentrera dans le détail de ce que c'est que cet audit plus tard dans la présentation. Et désormais, on a vu aussi apparaître des labellisations qu'on appelle provisoires, ou en tout cas pour 18 mois, pour les acteurs qui finalement se présentent avec assez peu de références ou des références un peu incomplètes parce que le projet est en cours et sur lesquels on n'a pas pu forcément voir l'application de toutes les procédures sur les projets. Il y a des procédures documentaires qui sont prêtes à être mises en place mais qui n'ont pas eu le temps d'être mises en place par rapport à la maturité des projets. Et donc pour ces sociétés-là, qui ont la bonne volonté d'appliquer le référentiel dès le début de leur structure, on propose donc de les accompagner finalement dans leur labellisation. Donc, il y a un audit de suivi entre 8 et 10 mois à rajouter par rapport à l'audit de surveillance. Et puis ensuite, il y a un audit de surveillance au même titre que ceux qui sont labellisés pour 3 ans pour pouvoir vérifier sur un projet complet l'ensemble de l'application des critères. Et donc, à ce moment-là, on pourra prononcer une labellisation supplémentaire pour 18 mois. Et puis, tout ce parcours-là, derrière, les candidats et autres personnes qui s'intéressent au label nous posent des questions, nous font un retour. Donc, ce retour-là est formalisé auprès du comité d'amélioration continue du label. Donc, c'est finalement cet ancien GT qualité qui continue d'être concerné par le label et concerné surtout par son amélioration. Donc, c'est ce comité-là qui finalement propose de nouveaux critères ou des révisions des critères, puisque Calimeta 2 est une nouvelle version et nécessitera certainement des ajustements. Et donc, comment on le pilote, comment ça fonctionne? Donc, comme j'ai dit, il y a ce comité d'amélioration dont font partie des bureaux d'études, des gestionnaires de réseau, mais aussi des auditeurs, des sociétés d'audit qui
peuvent donner des conseils sur ce qui est à auditer, d'un point de vue surtout système qualité, des assurances, des banquiers, enfin finalement tous ceux qui derrière sont concernés par le label. Et puis d'autre part, on a le comité de labellisation. Donc le comité d'amélioration, lui, se réunit à minima une fois par an. Et le comité de labellisation, lui, se réunit toutes les 6 semaines pour passer en revue l'ensemble des rapports que l'on reçoit pour prendre une décision. Et puis le comité de labellisation a aussi un retour d'expérience sur comment se passe le label, comment il fonctionne, et peut proposer notamment aussi des améliorations. Et voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Séverine, du côté donc chef de projet biomasse énergie au Conseil régional Île-de-France. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une intervention assez brève, hein, mais juste pour vous expliquer un petit peu comment on utilise le label Calimeta dans nos procédures d'attribution des subventions pour la méthanisation. Bon, je vous rappelle que les régions aux côtés de l'ADEME, sont des financeurs majeurs de cette filière. Donc, c'était l'occasion vraiment de se pencher sur les intérêts qu'on pouvait trouver à utiliser ce label. Alors, en Île-de-France, on a un historique très fort de collaboration avec l'ADEME sur la thématique méthanisation, parce qu'on a des appels à projets qui sont communs depuis 2015. Donc, l'idée, c'est de faire converger nos souhaits, nos politiques, hein, dans un même règlement d'intervention, au maximum des critères. Et sur Calimeta, on était complètement alignés sur le fait de l'intégrer dès le démarrage. Donc, c'est une démarche qui a été imposée par l'ADEME et qu'on a suivie. Donc, c'est une recommandation 2020 qui a été traduite comme une obligation à partir de 2021 dans les critères d'éligibilité. Laurine, je te laisse passer à la slide suivante. Voilà, donc ça se traduit dans le critère numéro 1 qui est le montage du projet. Voilà, c'est la BSA, c'est mentionné comme ça dans notre règlement d'intervention. Il y a une labellisation Calimeta des intervenants du projet. Donc les intervenants, c'est AMO, maître d'œuvre et constructeur process ou contractant général selon les cas. Après ça, Laurine vous le détaillera par la suite. C'est pas le seul critère hein, dans ce gros critère montage du projet. On demande aussi à ce qu'il y ait une étude de faisabilité réalisée par un bureau d'études indépendant, une conception avec maîtrise d'ouvrage ou contractant général, et puis une consultation assez large, donc au minimum de 3 constructeurs. Laurine, je te laisse passer à la suivante. Ce critère montage du projet dans lequel on retrouve l'obligation Calimeta, ça fait partie de l'ensemble des critères qui font partie, enfin qu'on a inscrit dans notre règlement d'intervention. Donc sur le montage du projet, qualité de l'approvisionnement, enfin voilà, vous avez tout le détail ici et le règlement complet qui est en ligne hein, si vous voulez aller plus loin sur voilà, vraiment ce qu'on a mis dans nos règlements d'intervention. L'idée là derrière, c'est à la fois de sécuriser les projets pour les porteurs de projets, et c'est vraiment l'objet du label Calimeta, c'est vraiment d'accompagner les porteurs de projets pour quelque part faire le travail à leur place de vérification, qui font appel à des prestataires qui sont sérieux. Donc ça nous permet de nous appuyer sur ce label pour quelque part pas avoir à faire cette vérification-là. Donc sécuriser les porteurs de projets d'une part, et d'autre part, nous en tant que financeurs publics, de pouvoir s'assurer que les subventions qu'on verse, les fonds publics qu'on verse, ils vont bien aller à des projets vertueux d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social et d'un point de vue de toutes les politiques qu'on mène, que ce soit en termes d'énergie, climat, de politique agricole, de gestion des déchets, enfin voilà, sur l'ensemble des politiques publiques qui sont portées par les régions. Écoute Laurine, j'en ai fini avec ma petite présentation. Je ne sais pas comment est conçu les questions-réponses, si on fait une petite session tout de suite ou si ça sera plutôt à la fin. A priori, pour l'instant, je ne vois pas de questions arriver. Donc, si pas de questions, je vais proposer à François Estas de prendre la parole et puis à l'issue de vos deux interventions, s'il y a des questions, on pourra y répondre à ce moment-là. François, nous t'écoutons.
Donc bonjour à tous, je vais essayer de mettre ma caméra. Je ne sais pas si je suis sur un téléphone. Voilà, je ne sais pas Parfait. si vous me voyez. Donc je suis François Istas, je suis donc du Crédit Agricole du Nord-Est. Euh, donc voilà, tout d'abord, je voulais remercier la T2E pour cette démarche, hein, et pour son invitation. Le sujet de la labellisation des intervenants est en effet un sujet extrêmement important. Rapidement, je vais vous présenter donc le Crédit Agricole du Nord-Est, hein. Donc, on est sur trois départements. Alors, pourquoi je vous présente la région? Simplement parce qu'un des départements est un petit peu au début de l'histoire. Je vais vous en parler juste après. Donc, on a accompagné à peu près 85% de la méthanisation de notre territoire. On a un peu plus de 100 projets qui fonctionnent. Euh, Alors, je ne sais pas si ça fait un peu vieux combattant, mais globalement, j'ai eu la chance de suivre le développement de la filière depuis ses tout débuts. Une partie de l'histoire donc, a commencé dans les Ardennes en 2005. Euh, voilà, donc on a accompagné tout projet 2005-2006. Là, on était plutôt sur des projets d'autoconstruction. 2007, le premier projet, on va dire, moderne, hein, qui est arrivé. On était toujours sur la cogénération. Et puis, bien entendu, les booms de 2018 à 2022. Si on regarde les choses de façon positive, on peut dire qu'il y a eu énormément de chemin parcouru. Une installation de l'époque et une installation aujourd'hui n'ont plus rien à voir. Euh, la filière s'est plutôt beaucoup professionnalisée. Ça, c'est quand même un atout, tant du côté des intervenants divers et variés que du côté des exploitants. On peut dire que ça s'est plutôt bien passé, mais il y a eu quand même parfois des soucis un peu sérieux, et puis je pense qu'on a eu plutôt un peu de chance, hein. Il n'y a pas eu d'accident majeur, mais il y a eu quand même quelques accidents sérieux, il y a eu des morts, et ça, je pense que demain, c'est plus tolérable. La filière méthanisation devra être impeccable pour l'avenir. Euh, alors, ce que l'on peut dire pour l'avenir, donc là, clairement, on est entre, on va dire, dans une mi-temps, hein. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. A priori, il y a quand même une volonté de relance, hein. Il y a quelques annonces quand même significatives qui viennent de sortir. Je pense que c'est la PPE qui va nous donner clairement le cap du biométhane pour l'automne ou la fin de l'année. Donc, l'ensemble des acteurs, je le dis tout à l'heure, se sont professionnalisés. Ça, c'est un vrai atout. Mais en même temps, on a quand même un environnement, la société qui est très vigilante, voire critique sur la filière méthanisation. Et donc, la seule et unique réponse possible, c'est une filière qui doit être irréprochable. Une filière irréprochable, c'est quoi? C'est simplement des canards boiteux, hein, j'ai employé le terme, hein, qui ne doivent plus exister. Ça a pu exister par moment. Et un canard boiteux, ça peut impacter l'ensemble de la filière, hein. Alors, bien évidemment, euh, le premier sujet, c'est tout ce qui est accidentologie. Ça, c'est plus, hein, même si ce n'est jamais totalement évitable, en tout cas, les accidents évitables ne doivent plus exister. Le deuxième axe, c'est le risque image. Et puis, bon, celui qui nous concerne aussi particulièrement en tant que banque, c'est le risque économique. Donc, il nous semble qu'il est dans l'intérêt de tous les acteurs de veiller à la qualité de chaque maillon de la chaîne de valeur. Et donc, à ce titre, je pense que le label Calimeta, et plus particulièrement sa version 2, sera, à ma connaissance, le label le plus abouti et le plus complet pour qualifier
les acteurs qui répondront aux critères minimums attendus. Et ça, toutes les banques seront bien évidemment vigilantes et ça sera un élément de décision important, la qualité des acteurs. Ce que l'on peut dire, c'est que bon, aucun label ne répondra totalement et garantira absolument tous les éléments de sécurité, que ce soit contractuel, risque de construction, enfin tous les éléments que vous avez déjà en partie expliqués, que vous avez continué à expliquer. Mais en tout cas, ça sera un excellent tamis et il est quand même organisé par la profession. C'est pas un tamis qui vient d'administration, donc c'est quand même important aussi de le souligner. Donc, ce sera un très bon tamis pour labelliser préalablement les entreprises ayant le processus, on va dire de façon générale, le plus abouti pour intervenir sur sa partie dans un projet de méthanisation. Voilà, j'essaie de faire rapide. Bien évidemment, s'il y a des questions, je suis tout à fait disposé à y répondre. Merci. Merci François. Il y a donc une question. Bonjour, est-ce que les bureaux d'études plus orientés réhabilitation d'unités sont concernés par Calimeta? Ont-ils un intérêt à être labellisés? Alors, je vais y répondre un petit peu après dans la présentation, mais d'ores et déjà, ça dépend le spectre, je dirais, d'intervention dans la réhabilitation d'unités. S'il s'agit de remplacer une ligne complète, par exemple procédé, valorisation du biogaz ou digestion, à ce moment-là, oui, parce que le label Calimeta sur la partie construction couvre quand même un panel d'actions et d'installations assez large. Si par exemple, par contre, c'est réhabilité parce qu'il faut changer la partie hygiénisation, des conditionnements, un pré-traitement ou ce genre de choses, si c'est assez isolé, là, à ce moment-là, ça ne rentre pas, je pense, dans le spectre du label qui, d'après ce que j'en perçois, est plus large en fait. Et du coup, ces sociétés-là auront du mal à couvrir l'ensemble des critères et se retrouveront avec bah non, ça ne s'applique pas à ce que je fais. Et à ce moment-là, ils auront du mal à se labelliser. Mais au besoin, je peux répondre de façon plus personnelle si on me présente le cas de cette société, par exemple, ou de ce type de société. Voilà, ben, je vous propose de continuer sur la présentation, puisque justement, je vais parler donc des périmètres d'activité que l'on labellise et puis faire un point un peu sur les montages contractuels qui peuvent exister au sein de la filière et puis qu'est-ce qu'on valorise avec Calimeta. Donc, qui est-ce que ça concerne justement? Sur Calimeta 1, c'était pareil. On va labelliser les bureaux d'études, par exemple les assistants à maîtrise d'ouvrage. Donc là, ce sont bien ces acteurs-là qui interviennent vraiment dans la phase amont. Ils peuvent même être d'ailleurs parfois réaliser les études de faisabilité. C'est d'ailleurs souvent le cas. Et puis, ils accompagnent donc le porteur de projet. Ils peuvent en tout cas l'accompagner jusqu'à la fin du projet, donc jusqu'à la réception des ouvrages. C'est vraiment cette personne qui va traduire au maître d'ouvrage. Je pense par exemple au projet agricole, où souvent ces personnes, ce type de public-là, a besoin d'un accompagnement technique, d'un avis technique que peut proposer l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ensuite, il y a les maîtres d'œuvre. Les maîtres d'œuvre, donc ce sont ces bureaux d'études qui vont intervenir sur la phase plutôt conception-construction, donc un peu après l'AMO, si je puis dire, pour notamment sélectionner l'ensemble des intervenants de la construction et ensuite coordonner l'ensemble de ces acteurs qui interviennent sur la construction. Donc, il a un rôle déjà dans la perception technique,
et puis dans la supervision, je dirais, de l'ensemble des acteurs du chantier. Il est notamment responsable des interfaces, on va le voir juste après. Ensuite, il y a les constructeurs. Donc, les constructeurs sur les lots procédés méthanisation et ou valorisation de biogaz. Et donc là, ces constructeurs-là, comme je disais, c'est des constructeurs qui vont intégrer un ensemble d'équipements, que ce soit pour le process ou la valorisation. Donc, ce ne sont pas des équipementiers à proprement parler. Ils peuvent être équipementiers, mais en tout cas, ils doivent normalement avoir ce rôle d'assembler différents équipements et de pouvoir les installer. Donc, leur périmètre est un peu plus large. Et enfin, on a les contractants généraux. Donc, les contractants généraux, on les désigne par le fait que c'est l'acteur et un unique acteur, quelque part, qui va ensuite se charger en termes de responsabilité de l'ensemble de la construction. Donc, ça veut dire que le maître d'ouvrage, normalement, quand il va discuter avec les constructeurs, il va discuter uniquement avec le contractant général. Et derrière, le contractant général, lui, pourra sous-traiter certaines parties. Il va pouvoir, par exemple, sous-traiter en particulier la partie génie civil, tandis que lui, il aura l'expertise sur le process, par exemple. Mais c'est vraiment une personne qui gère l'ensemble du chantier, donc qui intègre la maîtrise d'œuvre globale. Et donc aujourd'hui, on est à 71 labellisés à date, donc ce qui fait une grosse majorité aujourd'hui des intervenants dans la conception et construction des unités de méthanisation. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on commence à différencier, c'est sur la partie maîtrise d'œuvre, puisqu'en fait, on s'est aperçu que sur le terrain, beaucoup de maîtres d'œuvre en fait ont une expertise génie civil, terrassement et une expertise sur tout ce qui est pilotage de l'ensemble du chantier, s'assurer que les interfaces soient bien couvertes, vraiment cette gestion, cette supervision du chantier, ce type de maîtrise d'œuvre là. Mais par contre, certains n'ont pas forcément toujours l'expertise technique sur tout ce qui va être méthanisation, vérification des installations par les constructeurs, cette partie visa finalement sur les installations, et puis choix sur ces constructeurs. Certains maîtres d'œuvre n'ont pas les compétences, ou en tout cas n'ont pas ce spectre-là d'activité. Donc, un maître d'œuvre qui est dans le cas que j'ai cité précédemment se labellisera plutôt sur le génie civil, tandis qu'un maître d'œuvre qui a une expertise technique, qui est en capacité de vérifier les installations, procédés, j'entends, de méthanisation, se labellisera sur la maîtrise d'œuvre process. Et puis ceux qui sont capables de gérer les deux se labellisent sur la maîtrise d'œuvre générale, si je puis dire. Et donc là, je vous ai mis un tableau qui a été fait notamment avec et par CH4 Process, avec le travail notamment aussi du comité d'amélioration, lorsqu'on a travaillé donc sur les renforcements des critères techniques de Calimeta 2, qui, alors c'est pas un tableau exhaustif, mais qui récapitule un petit peu qui fait quoi, qui a quelle responsabilité. Et notamment, je vais commencer par l'AMO. L'AMO, donc, il définit le besoin programme de construction. Donc, ça veut dire que c'est celui qui va traduire le besoin du maître d'ouvrage. Il va faire notamment le cahier des charges pour sélectionner un maître d'œuvre, parce que c'est important d'avoir un maître d'œuvre sur les projets de méthanisation dans la mesure du possible, ou un contractant général, donc vraiment celui qui va se charger de l'ensemble de la construction. Et normalement, il n'est pas censé intervenir tout seul, en tout cas, sur le cahier des charges pour les titulaires de l'eau, en particulier les lots méthanisation et valorisation de gaz. Or, sur le terrain, on observe beaucoup d'AMO qui finalement prennent en charge cette partie-là. Et j'attire juste votre attention sur le fait que s'ils le réalisent, il faudrait qu'ils vérifient de façon très précise que dans leur contrat d'assurance, parce que dans le contrat d'assurance, ils sont labellisés AMO, et normalement, un contrat d'AMO n'englobe pas cette partie consultation et analyse des offres des constructeurs méthanisation et process. Donc, dans la mesure du possible, il faudrait que ce soit écrit noir sur blanc que cette mission est bien prise en charge, parce que sinon, s'il y a par exemple un choix de constructeur, même si c'est fait par de toute façon le porteur de projet, mais que l'AMO peut être remis en cause finalement dans le choix de ce constructeur-là,
le fait d'avoir choisi, ou en tout cas aidé au choix, cette mission-là, ça peut être requalifié d'une mission de maîtrise d'œuvre, alors qu'il n'est pas assuré pour de la maîtrise d'œuvre. Donc, on recommande à tous les AMO qui peuvent être amenés à faire ce genre de mission de préciser dans leur contrat d'assurance qu'ils peuvent intervenir sur ce type de mission qui est la consultation. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Et puis, le deuxième point, c'est que en termes d'interface, normalement, c'est bien le maître d'œuvre qui est chargé de faire la vérification et la superposition des interfaces, ou en tout cas de vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la raquette entre les différents intervenants de la construction. Et pas un AMO. L'AMO, il est encore une fois pas assuré pour ce type de mission-là. Et pourtant, on voit des projets où il n'y a pas forcément de maître d'œuvre clair. Et donc, soit c'est le porteur de projet qui porte cette responsabilité-là, soit alors c'est parfois l'AMO. Dans tous les cas, ils ne sont pas assurés pour. Et s'il y a un souci, il peut y avoir des coûts financiers assez importants qui vont se répercuter. Voilà pour ce tableau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc maintenant, je vais aborder à peu près l'ensemble des cas qu'on peut observer sur les montages de contrats, ou en tout cas les montages de projets qui existent. Là, c'est le cas le plus général, si je peux dire, qu'on observe notamment en marché public et puis surtout sur d'autres types d'activités, par exemple la construction d'une station d'épuration ou d'autres types de marchés. Donc ce schéma classique commence donc avec un porteur de projet qui est désigné par maître d'ouvrage. Notez que d'ailleurs les flèches jaunes correspondent aux liens de consultation et d'analyse des offres, et les flèches vertes, c'est les liens contractuels, donc ça veut dire qui contractualise avec qui paye qui. Donc l'assistant à maîtrise d'ouvrage va donc, comme je disais, accompagner le porteur de projet, va définir son besoin, va pouvoir consulter un maître d'œuvre, va rappeler au maître d'ouvrage qu'il doit faire intervenir un contrôleur technique et un CSPS sur le chantier. Il va consulter cet AMO un maître d'œuvre, et c'est ce maître d'œuvre qui va contractualiser avec le porteur de projet et qui surtout va être chargé ensuite de sélectionner et faire l'appel d'offres pour les différents lots. Donc c'est cette mission qu'on appelle allotir. Et puis ensuite, il va être chargé, comme je disais, de coordonner l'ensemble du chantier. C'est vraiment le chef d'orchestre. Et ensuite, donc, on a l'intervention des titulaires de lot. Donc, en termes de labellisation, ça se traduit de la sorte: un label AMO, un label maître d'œuvre, un label constructeur lot de méthanisation et un label construction lot biogaz. On n'a pas de label pour le lot génie civil. Deuxième cas, c'est le cas donc d'une double maîtrise d'œuvre. Donc, comme je disais, il y a certains maîtres d'œuvre qui aujourd'hui n'ont pas forcément la compétence pour faire le choix ni la vérification des lots procédés à la valorisation du biogaz. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir, ou en tout cas, il faudrait qu'il y ait dans ces cas-ci un maître d'œuvre qui soit chargé de la vérification des lots process, en tout cas qui ait cette expertise-là. Ces deux maîtres d'œuvre-là, ils peuvent intervenir conjointement, soit en groupement solidaire. Donc, ça veut dire que quand l'un fait défaut, ou en tout cas travaille ou manque à ses responsabilités, l'autre prend la responsabilité. C'est le principe du solidaire. Dans ces cas-ci, il vaut mieux qu'ils aient un label, chacun de ces deux maîtres d'œuvre, génie civil et process. Parce que comme ça, ils sont bien informés des responsabilités que l'autre type de spécialité, que ce soit génie civil ou process, détient. Et dans un autre cas, le groupement non solidaire, donc ils peuvent intervenir tous les deux sur un même contrat, mais dans ces cas-ci, vu que c'est non solidaire, il y a une indépendance entre les deux. Pour autant, ils travaillent de pair. Là, on conseillera plutôt un label sur la partie génie civil pour l'un, process pour l'autre. Et puis, pour les titulaires de lot, c'est toujours pareil, ils sont labellisés sur leur spécialité. Là, c'est le cas d'un contractant général. Donc, l'assistant à maîtrise d'ouvrage va consulter ce contractant général. Et c'est bien ensuite, en termes de lien contractuel,
là, les titulaires de l'eau, à la différence des autres schémas que j'ai présentés, là, on voit bien que finalement, les liens contractuels se font avec le client final, alors que dans le cas suivant, les liens contractuels se font avec le contractant général. Donc, c'est de la sous-traitance par le contractant général. Donc là, c'est bien lui qui porte l'ensemble des responsabilités, que ce soit sur la coordination des différents lots ou la validation des installations et l'adéquation avec les besoins du maître d'ouvrage. Donc, ce contractant général, il aura donc un label contractant général. Notez d'ailleurs qu'au niveau des critères, le contractant général prend non seulement les critères de maîtrise d'œuvre, mais aussi les critères de tout ce qui va être construction des lots, méthanisation et biogaz, puisqu'il est responsable de l'ensemble. Donc, un cas finalement qu'on observe, que ce soit en groupement solidaire ou non, c'est le cas en fait où plusieurs entreprises interviennent. Une entreprise sur tout ce qui va être génie civil, terrassement, VRD, etc., où il n'y a pas forcément de maîtrise d'œuvre identifiée. Il va y avoir aussi des entreprises qui vont être sur la méthanisation, sur le process, et puis d'autres sur la valorisation. Et puis l'ensemble de ces entreprises va intervenir sur le chantier. Et finalement, dans ce type de montage-là, alors s'il y a un groupement solidaire, c'est déjà un petit peu plus rassurant, si je puis dire, pour ceux qui sont associés au projet, parce que quand l'un fait défaut, l'autre prend les responsabilités. Mais quand c'est un groupement non solidaire, là, pour le coup, on ne sait pas qui coordonne l'ensemble, où est le chef d'orchestre, si ce n'est potentiellement l'assistant à maîtrise d'ouvrage ou le porteur, ou pire encore, le porteur de projet. Enfin, je dis pire. En tout cas, quoi qu'il arrive, s'il y a un souci, les coûts financiers, parce qu'ils ne sont pas assurés, ni le maître d'ouvrage, ni l'AMO, risquent d'être importants. Donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup dans les projets à venir, le fait de faire un choix et d'avoir une maîtrise d'œuvre, et c'est y compris un élément de sécurité pour les constructeurs qui interviennent. Donc là, dans ces cas-ci, potentiellement, on peut recommander à ces entreprises qui interviennent de la sorte de se labelliser, notamment sur la partie construction, de se labelliser sur contractant général, parce qu'au moins, ils auront cette sensibilité à tout ce qui va être maîtrise d'œuvre. Comme je disais, on intègre l'ensemble des critères de maîtrise d'œuvre. Et donc, ils vont avoir cette attention portée sur le fait de recouvrir correctement les interfaces, prendre en considération l'activité des autres intervenants. Et donc enfin, un cas aussi qui reste encore un peu risqué, c'est le cas où cette fois-ci, il y a une maîtrise d'œuvre qui est identifiée. C'est une maîtrise d'œuvre qui est sur la partie génie civil et puis certainement une maîtrise d'œuvre d'exécution. Beaucoup de maîtres d'œuvre génie civil peuvent être en charge de cette partie-là. Par contre, pour ce qui est de la maîtrise d'œuvre process ici, elle n'est pas forcément identifiée. Parce que c'est une entreprise générale qui intervient et cette entreprise-là n'est pas forcément qualifiée comme maître d'œuvre sur la partie process. Donc ici, par exemple, cette entreprise générale peut sous-traiter sur des parties construction. Cette entreprise générale, elle n'a pas, à proprement parler, quelqu'un qui vérifie la partie process. Ou en tout cas, c'est dans ce cas-là les installateurs eux-mêmes qui vérifient leur propre travail. Mais on est bien d'accord que un avis différent de la partie construction est plus sécurisant pour le porteur de projet. Et généralement là, l'avis, il est donné par l'AMO, alors que l'AMO, normalement, n'est pas assuré pour donner cet avis-là. Bien qu'il soit qualifié, il n'est pas forcément assuré. Et donc, il peut être requalifié en maître d'œuvre, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Voilà, j'en ai fini pour les cas, les différents cas qui peuvent exister. Si vous avez des questions, on peut potentiellement y répondre maintenant. Donc, je vous laisse une petite minute pour digérer un petit peu toutes ces informations. Et puis sinon, je vais passer à la suite. Alors, tu peux me mettre la question dessus? Ah, c'est une remarque.
Donc, parfois, sur certains critères, plusieurs acteurs sont concernés. AMO, MOE, dans ce cas, il y a un risque que plusieurs acteurs réalisent la même tâche. Le même document, cela doit engendrer des lenteurs sur le projet, voire des contradictions. Est-ce qu'une simplification, clarification est-elle prévue? Alors oui, ça veut dire que, en fait, il y a certains critères, il faut différencier deux choses. Sur certains critères, on a en effet l'AMO, le maître d'œuvre, le constructeur, qui peuvent être concernés par un même critère. Mais derrière, dans les documents, ça peut être des documents différents. Dans le cas où, par contre, on reprend ce cas-ci et c'est un même document qui est visé par différentes personnes, en effet, il faut qu'on arrive à travailler et à interpréter ensemble qu'est-ce qui est visé par ce document, que chacun ait une responsabilité différente sur ce document. Souvent, par exemple, ça peut être aussi un document qui est édité, par exemple, par le maître d'œuvre, mais que les constructeurs doivent avoir en leur possession à nous présenter nous. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en effet, ça peut arriver qu'il y ait des documents qui se retrouvent chez différents acteurs, mais la visée derrière, normalement, le but derrière n'est pas le même. Et si le but, vous identifiez que quelque part, ça ajoute de la lourdeur et qu'il y a vraiment zéro utilité, à ce moment-là, en effet, on peut en discuter ensemble. C'est justement le but de l'amélioration continue de ce label, c'est de questionner ce qui a été écrit et de le rendre tout à fait adéquat aux situations qui existent. Donc, n'hésitez pas à venir me questionner sur ce type de remarques-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Alison? Oui, je n'ai pas précisé, mais je suis accompagnée d'Alison, notre chargée de communication qui m'aide sur la logistique de ce webinaire et du coup, je la remercie d'être là. Pas de questions supplémentaires. Dans ce cas-là, je vais continuer. Si j'ai une question. Le son est saccadé. Ok. D'accord, mais peut-être que je coupe ma caméra si en effet vous entendez mal. Sera-t-il obligé dans le futur de faire appel à un maître d'œuvre? En termes d'obligation, nous, au niveau de Calimeta, on ne peut pas vous obliger à avoir un maître d'œuvre, mais par rapport au risque que représente le fait de ne pas avoir de maîtrise d'œuvre, en effet, nous, c'est une recommandation forte que l'on a. De plus en plus d'AMO aussi recommandent aux porteurs de projet d'avoir une maîtrise d'œuvre pour justement ne plus avoir à prendre ses responsabilités sur la validation notamment de tout ce qui va être procédé parce qu'ils ne sont pas assurés pour, ou dans ce cas-là, les AMO devront finalement s'assurer sur une maîtrise d'œuvre à minima process. Donc, c'est aux porteurs de projet de voir et aux différents acteurs de vérifier finalement qu'ils sont bien couverts au niveau assurantiel pour le périmètre d'action. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que l'on sensibilise. Alors, moi, au niveau de Calimeta, je peux obliger personne. Par contre, je peux recommander fortement. Et peut-être qu'après, au niveau de l'ADEME ou des appels à projets, c'est certainement des projets avec des maîtrises d'œuvre qui sont certainement privilégiés par rapport à des projets où il n'y a pas de maîtrise d'œuvre. Séverine me contredira peut-être, mais je ne pense pas. Oui, alors non, c'est tout à fait ça. Alors, au niveau des financeurs, donc nous, on n'impose pas de maîtrise d'œuvre. Par contre, on impose soit un maître d'œuvre, soit un contractant général qui prend la mission de maîtrise d'œuvre en interne, mais on s'assure qu'il y ait l'intégralité de la mission et puis des assurances associées à la maîtrise d'œuvre, qui soient bien dans le projet. Voilà, c'est toujours dans l'objectif de sécuriser au maximum le porteur de projet. Merci. Pas d'autres questions, je vais continuer. Donc, Calimeta 2, quels sont les renforcements? Donc, on repart des thématiques des critères. Globalement, les thématiques n'ont pas changé. Le fait qu'on ait désormais 92 critères par rapport à 82 sur Calimeta 1, c'est qu'il y a certains critères qu'on a subdivisés pour pouvoir mieux les appréhender, mieux les comprendre et les préciser. Il faut se rappeler que l'ensemble des critères, c'est pas vrai, mais beaucoup de ces critères, notamment sur la qualité et le management de
projets sont inspirés de l'ISO 9001. Et au niveau de Calimeta, on ne peut que recommander une formation aux critères ISO 9001 afin de comprendre l'enjeu que représente le fait de mettre en place un système qualité. Ça vous permettra de mieux appréhender pourquoi et comment le référentiel est fait. Ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Et les sociétés d'ailleurs qui sont certifiées ISO 9001 ont souvent plus de facilité à se mettre en conformité avec l'ensemble des critères. Donc, sur l'ensemble des thématiques, on balaye relativement large. Hein. On part de l'ingénierie financière, contractuelle, c'est assez important. Assurance, avant, il y avait un seul critère, maintenant, il y en a 3. Sécurité, c'est un gros volet, un gros bagage technique également, et pas mal de critères aussi sur tout ce qui va être management de projet. Donc, c'est le fait de formaliser la façon de travailler des sociétés. Et souvent, d'ailleurs, on observe aussi des petits blocages sur tout ce qui va être système qualité, en particulier sur la version 2, qui est un petit peu plus précise, parce que justement, d'un point de vue technique, les sociétés sont assez performantes, mais sur le système qualité, ils n'ont pas toujours un référent qualité désigné ou même un service qualité. Et c'est souvent là-dessus qu'il y a du travail, quelque part, pour formaliser les choses. Et typiquement, une formation à l'ISO 9001 peut vous aider à comprendre comment mettre en place un système qualité adéquat. Donc la nouveauté sur Calimeta, c'est qu'on a un guide de lecture. Le guide de lecture, il sert à quoi? Il sert à détailler et à comprendre qu'est-ce que vise le critère en détail. Avant, on avait globalement l'ensemble de ces informations qui sont encadrées vert. Donc on a le type de critère, le nom du critère, un petit peu de détails, et puis l'activité que cela concerne. Sur Calimeta 2, c'est différent. On a toujours les acteurs concernés, bien sûr, mais aussi et surtout le détail du critère qui permet de comprendre ce qui est attendu pour chaque acteur au travers de ce critère-là. Donc, c'est vraiment ça qui va vous permettre de comprendre ce qui est attendu. Et ensuite, ce qui est encore plus important, ce sont la liste des éléments qui vont être vérifiés lors de l'audit par l'auditeur. Donc, c'est vraiment, il va prendre les informations qui sont dans ce tableau. Donc là, en l'occurrence, le mode opératoire, la preuve de validation, la preuve de proposition. Il va les vérifier pour le mode opératoire en phase documentaire ou projet. Donc D, c'est pour documentaire. Donc c'est une procédure vierge, si je puis dire. En tout cas, pas attenante à un projet. P pour projet. Et S pour surveillance. Donc ça veut dire que c'est un élément qui peut être vérifié en surveillance. Donc ces documents-là, j'attire votre attention sur le fait que parfois il y a écrit mode opératoire, preuve de proposition. Il ne faut pas forcément s'attacher au fait qu'on demande un mode opératoire. Un mode opératoire, ce n'est pas un protocole avec une feuille A4 où on écrit tout ce qu'on fait. Un mode opératoire, ça peut être le fait d'utiliser un outil, puis un contrat, puis un mode opératoire, ça peut être un enchaînement de plusieurs éléments, plusieurs fichiers, et c'est ce qui fait que vous, derrière, en l'occurrence, vous révisez vos contrats. Et d'ailleurs, concernant ce critère-là, des fois on me dit, mais le mode opératoire de revue des contrats, mais je l'ai fait une fois que mon contrat il a été révisé par un juriste, bon ça y est, ça peut être juste le fait que on vise ici, par exemple, comment votre juriste a vérifié les contrats, quels ont été les points d'attention. Typiquement, ça ne veut pas dire que ça doit être fait sur l'ensemble des contrats. C'était une aparté. Et un autre truc que j'aimerais souligner, c'est que parfois, par exemple, et surtout d'ailleurs dans le contrat, on se dit, vu que c'est dans une catégorie contrat, il faut absolument que je montre un document de mon contrat. Non, pas forcément. On a classé l'ensemble des critères par thématique, mais il ne faut pas forcément s'attacher à la catégorie même. Ça peut être très bien un élément technique, un outil autre que ce que vous mettez dans vos contrats. Simplement, il faut toujours viser l'objectif du contrat, enfin l'objectif du critère. Donc pour ça, il y a notamment le sens du critère qui va vous aider à comprendre ce qui est visé par ce critère. Et puis, il y a aussi des niveaux d'engagement qui peuvent être appliqués sur certains critères, pas sur tous, qui vont à minima respecter la réglementation, bien sûr,
et parfois qui vont vous engager un petit peu plus loin. C'est pour tout simplement challenger la qualité de vos prestations, de votre fonctionnement, etc. Et enfin, chaque critère s'appuie sur des textes et des documents de référence. Donc là, en l'occurrence, le guide de bonne pratique contractuelle qu'on a réalisé en parallèle de Calimeta. Donc il y a eu 2 versions d'ailleurs sur ce guide des bonnes pratiques contractuelles. Et la deuxième version a été faite en parallèle de la deuxième version de Calimeta. Petite précision, pour la maîtrise d'œuvre, j'ai dit que désormais on distinguait le génie civil du process. Donc, si vous candidatez sur la maîtrise d'œuvre, de façon générale, vous prenez tous les critères de maîtrise d'œuvre avec une croix, plus ceux où il y a écrit génie civil et process. Pour ceux qui sont sur génie civil, vous allez prendre tous les critères qui sont écrits avec une croix, puisqu'ils s'appliquent à tous les maîtres d'œuvre, plus ceux où il y a écrit génie civil. Et vous ne prendrez pas ceux qui sont pour process. Et pour ceux qui sont sur le process, vous ne prendrez que les process, plus ceux qui sont avec une croix. J'espère que c'est à peu près clair, sinon je repréciserai après. Et donc, ce guide de lecture, il s'accompagne d'une grille d'audit, comme sur Calimeta 1, qui va donc ça va être vraiment votre outil pour regarder point par point où vous en êtes, notamment dans votre audit interne. Et c'est aussi ce qui va servir à l'audit externe, qu'on appelle aussi audit initial, qui va être réalisé par l'auditeur. Donc, c'est aussi l'outil de l'auditeur, qui reprend les éléments finalement du guide de lecture. Donc, au niveau des renforcements, donc là, ici, je vous ai mis des exemples de renforcement. Je vous ai pas tout mis parce qu'en fait, c'est assez lourd en termes de... Ça aurait été très lourd en fait en termes de présentation que de vous présenter chaque nouveauté par rapport à Calimeta 2. Mais globalement, les aspects qui sont renforcés, il y a par exemple la maintenance et l'exploitation. On va par exemple demander est-ce que désormais le constructeur prévoit un plan de maintenance détaillé et une formation pour l'exploitant sur l'installation. Donc ça va s'accompagner bien sûr d'un manuel d'exploitation en français. D'autres renforcements sur les prescriptions techniques, puisque Calimeta a été édité en 2019-2020, donc il n'y avait pas encore eu la révision de l'ICPE 2781 qui a lieu en 2021. Donc du coup, on a mis à jour l'ensemble des critères par rapport à cette révision de l'ICPE. Donc par exemple, on demande désormais à ce que, enfin on rappelle qu'il faut prévoir une couverture des digestats, qu'il faut prévoir des moyens de contrôle, moins moyens de contrôle des fuites de biogaz lors des essais en charge et préciser la façon dont on va contrôler ces fuites. On appuie également sur tout ce qui va être garantie et essai de performance. Donc, à ce niveau-là, on va par exemple demander à l'AMO de définir des seuils minimaux de performance pour traduire les besoins du maître d'ouvrage. Et à ces seuils-là, va répondre donc le constructeur ou le maître d'œuvre pour dire voilà notre protocole d'essai de performance, voici comment on va vérifier l'atteinte des seuils de performance qui auront été définis par l'AMO et le porteur de projet, bien sûr. Et enfin, autre renforcement, ou en tout cas précision, c'est que tous les documents à destination du client sont en français, parce qu'on respecte donc le droit français. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de frustration sur cette partie, sinon n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais rentrer maintenant dans le fait de préparer sa candidature. Donc là, c'est un petit peu pareil que sur Calimeta 1, rien de trop nouveau pour candidater ou se renouveler, parce que c'est finalement la même procédure. C'est télécharger les règles de fonctionnement de Calimeta. Elles ont un petit peu évolué entre la 1 et la 2, ou en tout cas, elles vont être mises à jour très prochainement. Sur le dossier de candidature, là, pour le coup, c'est significativement le même, sauf un tout petit renforcement dont je vais parler après. Ensuite, on télécharge le guide de lecture, la grille de lecture, qui va servir notamment pour l'audit interne. Et enfin, on peut consulter toujours les mêmes organismes d'audit, l'AFNOR, Bureau Veritas et SGS, pour avoir des devis sur l'audit,
Tout ça, ça prend, j'ai mis 6 à 12 mois parce que ça comprend encore une fois l'audit interne qui se veut assez long pour la mise en place du référentiel numéro 2. Donc, ce que je vous conseille, lorsque vous initialisez la démarche, ou en tout cas vous vous renouvelez, c'est de vous manifester auprès du secrétariat, donc au travers de l'adresse qui suit, ou en tout cas pour l'instant c'est tenu par mois. Donc, ça va vous permettre notamment de vous poser certaines questions, à savoir par exemple sur quel périmètre doit porter mon label, avec les définitions que je vous ai redonnées, est-ce que votre activité correspond toujours à votre dernière labellisation en termes d'activité. Il faut aussi se reposer la question de quels moyens internes vous allez mettre en place pour la démarche. Il faut savoir que Calimeta 2, c'est plus de moyens que Calimeta 1. Si vous êtes une société étrangère, il faut vérifier que vous êtes bien inscrite au registre des sociétés françaises. Et puis, vous reposez la question de combien va coûter votre audit. Donc, au travers des devis, il faut compter minimum 4 à 5 000 euros, voire peut-être plus en fonction de, comment dirais-je, de la durée de votre audit. Côté dossier de candidature, comme je le disais, ça n'a pas beaucoup bougé. Je fais un petit rappel sur le fait que si vous candidatez sur 2 activités qui concernent le conseil et après la construction, notamment par exemple l'AMO et le constructeur, ou l'AMO et le maître d'œuvre, c'est des activités qui doivent être indépendantes, donc c'est-à-dire sur des projets différents. On ne peut pas être et AMO et constructeur sur un même projet, sauf si on le fait pour nous-mêmes, mais pas auprès d'un client tierce. Donc du coup, en termes d'audit, ça va se traduire par un audit sur un projet pour l'AMO, sur un autre projet pour la maîtrise d'œuvre ou la construction. Et ce qui est renforcé, c'est le tableau de renseignement et de suivi des litiges contentieux. Donc là, c'est déjà fait un petit peu sur Calimeta 1, sur Calimeta 2, de toute façon, c'est obligatoire. Donc vous avez un tableau où vous renseignez où est-ce que vous en êtes sur vos litiges contentieux. Donc l'objectif, c'est pas de pointer ce qui ne va pas, c'est plutôt de suivre comment vous traitez vos litiges. L'important, on sait qu'il peut y avoir des litiges, c'est pas un gros souci. L'objectif, c'est vraiment de s'apercevoir et de vérifier que ces litiges ne sont pas en reste, sont traités de la meilleure façon qui soit. Et c'est au travers de ce tableau-là que vous allez pouvoir renseigner ce suivi. Donc, il y a un vrai renfort de la prise en compte des réclamations dans Calimeta 2. Alors, voilà la slide qui, je pense, est la plus importante. C'est sur l'audit interne. Et je comprends vraiment les renouvellements là-dedans. Pourquoi? Parce que sur Calimeta 1, souvent, certaines sociétés voulaient se labelliser assez rapidement. Il faut savoir, sur Calimeta 2, se labelliser rapidement, par exemple en 2 mois, ce ne sera pas possible. Je suis assez claire là-dessus. Il faut anticiper dans la mesure du possible. Ce que je recommande, moi, c'est d'anticiper à partir de l'audit de surveillance. Donc, vous êtes sur Calimeta 1, vous faites votre audit de surveillance. Commencez à regarder dès maintenant Calimeta 2. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de l'intégrer dans votre plan d'amélioration continue que normalement, vous avez déjà mis en place avec Calimeta 1. Et donc, l'audit interne, ça sert à quoi? Ça sert à se tester, à se regarder un petit peu dans le miroir et dire, bon, bah, voilà, où est-ce que j'en suis? Et où est-ce que j'en suis? C'est pas juste dire, OK, tel critère, c'est bon, ça, je le fais, ça, je le fais. Un audit interne, c'est pas ça. Un audit interne, c'est se dire, ça, je le fais, mais comment je le fais? Et donc là, je mets dans mon tableau, voilà comment je le fais. Donc, je justifie avec les preuves qui sont demandées dans le guide de lecture, donc les éléments attendus qui étaient dans l'encadré, qui sont d'ailleurs visés par des responsables. Donc, chaque document, normalement, vous savez qui l'a édité, qui l'a validé, qui l'a envoyé au client. Souvent, ça se traduit par des cartouches dans les documents. Et si vous n'êtes pas en conformité, vous mettez non conforme dans votre grille et vous mettez en place votre plan d'action. Et c'est cette grille qui ensuite va faire partie de votre dossier de candidature. Et si dedans, il y a des non-conformités, c'est pas grave, juste vous mettez c'est non conforme, voici l'action que j'ai mis en place, et d'ici votre audit externe, vous aurez mis votre action en place. Une petite remarque qu'on ne sait pas toujours, c'est que normalement, on n'audite pas son propre travail. Donc, ça veut dire que le responsable qualité, normalement,
lorsqu'il passe à l'examen des critères qualité, si je puis dire, il ne le fait pas lui-même. Normalement, c'est une personne d'un autre service ou extérieur qui le réalise. Et bien sûr, il peut auditer le travail de ses collègues sur la partie technique, par exemple. N'hésitez pas à vous faire accompagner si besoin. Si vous ne savez pas comment mettre en place le référentiel, si ça vise des choses et vous ne savez pas quel document, quelle procédure mettre en place, il y a des auditeurs qui ont suivi un module d'information spécifique à Calimeta 2 qui sont disponibles. Cette liste-là, vous pouvez la retrouver sur le site Calimeta et qui pourront vous conseiller. À savoir d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y en a environ 6. Prochainement, il y en aura plus parce qu'on va refaire une session pour pouvoir informer les autres auditeurs. Et un petit point d'alerte sur le fait que lorsque vous constatez dans votre grille d'audit que vous vous dites ah, là, ça ne s'applique pas à moi, celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus, là, il faut commencer à s'alerter et se dire soit je ne me suis pas mis sur la bonne activité, soit le label ne me correspond pas du tout. Dans ce cas-là, vous venez nous poser des questions au travers du secrétariat via l'adresse que je vous ai mise. Vous pouvez venir me poser des questions sur le fait de me dire là, je ne comprends pas trop qu'est-ce que ça vise. Nous, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Si moi, je m'aperçois qu'il y a des critères où j'ai ce retour-là à plusieurs reprises, bien évidemment, on va remettre en question le critère et on va travailler dessus avec le comité d'amélioration. Et si aussi vous avez des critères où ce n'est pas forcément très clair, peut-être que d'autres se sont posé la même question que vous, et dans ce cas-là, moi, j'aurais reporté la question dans la FAQ, qui est donc pareil, sur le site avec les pages Calimeta, où vous pourrez retrouver l'ensemble des questions et les réponses que j'aurais pu apporter. Et la slide, je dirais, la plus importante de cette présentation, c'est celle-ci, c'est je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas créer de procédures, documents, outils, juste pour vous conformer au label et qui derrière ne vous sert pas. C'est vraiment quelque chose qui, là, ça va vous faire perdre du temps. Nous, ça va être juste un petit peu des paillettes pour nous et puis derrière, ça ne vous sert pas. C'est vraiment pas l'objectif. L'objectif de ce label, tant sur les critères que sur le fonctionnement, c'est de vous faire réfléchir à comment mettre en place un meilleur fonctionnement, un meilleur système, quelque chose qui va rendre votre fonctionnement plus souple et agile. Donc, le but, c'est que s'il y a des choses vraiment qui sont en plus et qui n'améliorent pas la qualité de vos prestations, qui juste vous ralentit, vous fait perdre du temps, il ne faut pas le faire. Ou en tout cas, si ça vise quelque chose que vous dites, quand même, je ne vais pas avoir mon label si je ne le fais pas, venez nous poser la question. Et à ce moment-là, on trouve une solution ensemble, soit pour vous réexpliquer ce qui est visé, soit si j'ai beaucoup ce retour-là, ce document-là qui finalement qui n'est pas adapté, on le fait évoluer. Mais vraiment, s'il vous plaît, faites des choses qui vont vous servir. Le but pour nous, c'est pas juste c'est pas de vous labelliser, c'est que vous labellisez en derrière, enfin, faut derrière que ça vous serve et ça vous serve pas uniquement à avoir potentiellement des subventions. Il faut que ça puisse assouplir votre fonctionnement interne, avoir de meilleures prestations et monter en compétences sur vos missions. Et puis d'ailleurs, souvent on a l'impression, on se dit mais pourquoi cette lourdeur, etc. C'est aussi pour réduire les risques d'erreur, les oublis. Voilà, n'hésitez pas. Moi, j'accorde vraiment une importance là-dessus. Venez me voir s'il y a des choses qui vous semblent vraiment complètement aberrantes. Et surtout, lisez le sens du critère, parce que le sens du critère aussi parfois explique pas mal de choses sur pourquoi ce critère est demandé et fait de la sorte. Donc, on arrive à la recevabilité. Donc, une fois que vous avez fait votre audit interne, même s'il y a encore des non-conformités dedans, vous allez le transmettre donc non seulement à l'organisme d'audit que vous avez retenu, mais aussi au secrétariat du label, du coup moi, et je vais le transmettre derrière en commission de labellisation. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'informer ce comité sur les candidats qui se présentent et ça va permettre, par exemple, dans le cas où on a une société qui se met sur contractant général, alors que sur le terrain, on ne les a jamais vus sur contractant général, et on se dit peut-être que là, il faut plutôt les mettre, leur conseiller de se positionner sur la partie construction, ou vice-versa. Mais en tout cas, ça permet de vérifier l'adéquation de la candidature par rapport à ce qu'on observe sur le terrain et de discuter, en fait.
Ça permet aussi, par exemple, à de plus jeunes candidats, si je puis dire, ou en tout cas des sociétés un petit peu plus jeunes qui n'ont pas énormément de références, de se manifester et de dire, bah, là, on est sur quand même quelqu'un qui a assez peu de références. Il faut quand même le prévenir que s'il se labellise, il y a des chances qu'il soit sur une habilitation provisoire et qu'il ait à prévoir un audit supplémentaire. Ça permet de contractualiser cet audit dès l'amont et de ne pas être surpris de la décision finale. Et donc, une fois que j'ai transmis toutes ces informations-là à l'organisme d'audit, c'est bien eux qui font l'audit, qui font la recevabilité, qui vont analyser l'ensemble du dossier et qui derrière vont après programmer avec vous l'audit externe. Et donc, on arrive à la partie audit. Donc, qu'est-ce qui a changé? Principalement les temps d'audit. Pourquoi? Parce que, comme vous avez vu sur le guide de lecture, un critère ne vise pas un document, mais peut viser 1, 2, 3, voire 4 documents parfois, ou si ce n'est plus. Donc, ça, en fait, en termes de temps d'audit, ça allonge et c'est pour ça qu'en fait, je vous ai mis en fait le nombre de critères pour chaque type d'activité. Et j'ai fait finalement un prorata. 54 critères, moi je sais que c'est 2 jours par observation, notamment avec les audits pilotes. Et c'est pour ça que des titulaires low méthanisation ou des contractants généraux qui ont beaucoup plus de critères se retrouvent avec 3 jours d'audit contre 2 jours aujourd'hui aujourd'hui, du coup, non, mais avant, en tout cas, sur Calimeta. Parce qu'encore une fois, il y a tous ces documents à vérifier. Notez également que ces audits se font toujours sur site, les audits initiaux, à la différence des audits de surveillance où on peut avoir une tolérance sur le fait de le faire à surveillance, ça permet de faire gagner des coûts de déplacement. Et également sur le temps qui sera ajouté si vous avez une activité supplémentaire. Par exemple, vous êtes AMO et vous voulez faire en plus, qu'est-ce que je pourrais dire de crédible, de la maîtrise d'œuvre process. Ce sera 0,5 jours qui seront ajoutés parce qu'il y aura globalement des critères communs entre l'un et l'autre et donc il n'y a pas besoin de rajouter les 2,5 jours supplémentaires. Mais ça, c'est adaptable au cas par cas, hein, parce que là, c'est en théorie ce qui est vu. En pratique, s'il y a besoin de plus de jours, on adapte les contrats d'audit. Par contre, sur tout ce qui va être recevabilité, donc le fait que les auditeurs analysent votre dossier de candidature et ensuite rédaction du rapport d'audit, il faut prévoir 0,5 jours supplémentaires. Donc, sur l'audit externe, comment ça se prépare ou ça se fait? Il faut, normalement, dans votre dossier d'audit, envoyer des références. Pour ceux qui ont une seule référence, ce sera certainement une habilitation provisoire, comme j'ai déjà pu le dire. Sinon, il faut prévoir un ensemble de références les plus récentes possibles. Et parmi l'ensemble de ces références, l'auditeur va échantillonner et choisir un projet qui sera regardé sur l'intégralité des critères. Et puis ensuite, il va prendre 1, 2, 3 projets maximum pour aller vérifier un même critère sur d'autres projets, voir comment ça s'applique. Notez que la réunion de préparation à l'audit est fort recommandée. Normalement, elle est systématique, mais j'ai vu parfois que ce n'était pas toujours le cas. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas de la réaliser. C'est en fait c'est une réunion de l'audit, donc de préférence une semaine pour vous, pour dire, bah, voilà, c'est pour faire en fait finalement le plan d'audit et se dire, bon, bah, on va commencer par les critères L, donc ça va faire intervenir le système qualité, on va terminer par, je sais pas, les critères techniques, on va faire intervenir l'équipe technique à la fin. Ça permet donc de structurer votre audit et de ne pas mobiliser vos équipes sur toutes les journées. Donc c'est important de la faire et de rappeler qu'il faut la faire si jamais elle vous est pas proposée. Et donc, sur cet audit, que j'ai pu observer, et du coup, je cherche à vous rassurer là-dessus, c'est que parfois, certaines procédures de Calimeta 2 en particulier, vous pouvez les réaliser de façon documentaire, mais parfois, vous n'avez pas le temps de nous les montrer sur une phase projet.
Et c'est normal, quelque part, parce que vous n'aurez pas, même en un an de préparation, vous n'allez pas forcément pouvoir nous montrer tout. Il y a une tolérance là-dessus. C'est-à-dire qu'on c'est normal, on comprend tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'à l'audit de surveillance, on vérifiera l'application de vos procédures qui étaient jusqu'ici documentaires sur une phase projet. Bien évidemment, il ne faut pas que toutes vos procédures soient documentaires et qu'il n'y ait pas de phase projet, parce que par définition, dans ce cas-là, vous serez sur une habilitation provisoire, voire pas de l'habilitation du tout, parce que forcément, vous avez des projets, donc il y a des choses à observer sur vos projets. Mais en tout cas, voilà, c'est l'attention que je voulais porter là-dessus. Et là, bon, je rappelle encore une fois que c'est bien les documents qui sont dans le tableau, tous ces documents-là qui seront vérifiés. Vérifiez cependant que ça s'applique bien à vous, parce que vous voyez que par exemple pour la première ligne, outil de calcul bilan matière, ça s'applique à tous ceux qui sont tous les acteurs fléchés en haut du guide de lecture. Par contre, le deuxième, bilan matière en étude de faisabilité, on est bien d'accord que les constructeurs, ça ne les concerne pas, donc c'est pour ça qu'on a mis responsable technique de l'AMO. Et enfin, il y a les critères d'engagement qui sont vérifiés dans la mesure du possible. On s'est aperçu que parfois qu'il y en a certains qui ne sont pas tout à fait vérifiables par des preuves documentaires, mais voilà, on peut en discuter et quand même porter attention là-dessus parce que ça sera vérifié. Et donc, le rapport d'audit, qu'est-ce qu'il contient? C'est le même que sur Calimeta 1. On va mettre en lumière vos points forts. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Et ensuite, on va identifier donc les pistes de progrès. Donc, ça ne représente pas une non-conformité, mais on se dit, bon, là, il pourrait être un petit peu plus performant, il pourrait améliorer ceci, cela. Je donne un exemple. Souvent, on voit des documents où on a oublié le cartouche pour dire, ça a été vérifié, validé par. Typiquement, ça peut être un exemple de piste de progrès. Ensuite, on va identifier les non-conformités majeures. Là, pour le coup, ça ne peut pas passer, le rapport avec les non-conformités majeures, telles quelles ne peuvent pas passer en commission de labellisation. Il faut qu'elles soient levées. Et levées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un plan d'action et la réalisation des actions dans un délai, dans la mesure du possible, de 8 semaines après l'audit initial. Et ensuite, l'auditeur va faire aussi état des non-conformités mineures. Et en termes de non-conformités mineures, si on a le rapport avec des non-conformités mineures, on peut se dire on labellise et on laisse 18 mois pour lever ces non-conformités mineures. Mais s'il y a beaucoup de non-conformités mineures, passer un certain seuil, ça peut être bloquant et se dire s'il y a trop de non-conformités mineures, là, il faut que certaines seront peut-être requalifiées en majeures et dans ce cas-là, la labellisation sera reportée. Et donc, au niveau de la labellisation, donc moi, je reçois le rapport, je le transmets 2 semaines avant minimum à la commission de labellisation pour qu'ils puissent prendre connaissance des rapports. Commission de labellisation qui, je le rappelle, est complètement neutre dans les choix. Il n'y a pas de constructeur au bureau d'études qui peut être concerné par une labellisation dans ce comité. Et donc, ce comité qui se réunit toutes les 6 semaines va donc ensuite débattre, discuter autour de ces rapports pour prendre ensuite une décision quant à la labellisation ou maintien de labellisation. Et dans le cas d'un avis défavorable, j'attire votre attention sur le fait que c'est toujours un avis défavorable provisoire. On ne refuse jamais quelqu'un de façon définitive. On justifie toujours la décision et surtout, on dit, voilà, telle observation est jugée trop sensible, trop risquée. Mettez-vous en conformité au travers d'actions pour vous représenter en commission de labellisation. Et s'il y a un avis favorable, à ce moment-là, on continue sur le processus que je vais développer juste après. Donc, les différents types de décisions qui peuvent être réalisées, il peut y avoir par exemple le fait qu'on requalifie une non-conformité. Donc, c'est un peu ce que j'expliquais, et même parfois une piste de progrès. Si par exemple, je me souviens par exemple d'une fois d'un candidat où il y avait plusieurs pistes de progrès sur les modes opératoires, mode opératoire de réception, mode opératoire d'essai de performance, mode opératoire d'essai à vide, et tout cela n'était pas spécialement formalisé. Nous, ça nous paraissait un petit peu trop risqué et pas assez sérieux, donc on l'a requalifié en non-conformité, typiquement. Il peut y avoir aussi des questions sur les réclamations
ou la gestion des litiges, ou parfois aussi des demandes de clarification, parce que c'est vrai que le tableau est rempli d'une certaine façon qui parfois peut être non exhaustive ou parfois pas très claire pour la commission. Et donc, on demande de clarifier certaines gestions de litiges. Et donc, ces trois-là, ça peut mener à un report de labellisation. Encore une fois, pas un refus, mais un report. Et sinon, si ça va, si tout va bien, on peut proposer la labellisation pour 3 ans pour les cas assez généraux et la labellisation provisoire pour les cas un petit peu plus particuliers. Donc, une fois que vous êtes labellisé, je vous envoie un certificat de labellisation qui se présente de la forme que vous voyez à l'écran. Et en termes de communication, je vous envoie donc le logo et j'attire votre attention sur le fait qu'on demande désormais à ce que soit précisé, tel que l'exemple par exemple, sur quel périmètre votre label porte. En l'occurrence, là, l'exemple, c'est sur l'AMO, mais ça permet de clarifier finalement sur quelle activité vous êtes labellisé, parce que parfois, on peut avoir des AMO et maîtres d'œuvre ou des maîtres d'œuvre et constructeurs qui sont labellisés uniquement sur l'un des deux. Je prends l'exemple de l'AMO et du maître d'œuvre, admettons, qui est labellisé uniquement sur l'AMO. Pour autant, il n'est pas labellisé sur la maîtrise d'œuvre. Mais si le porteur de projet ne va pas voir le certificat en détail, il ne sait pas sur quelle activité exactement cette société est labellisée. Donc, c'est pour ça qu'on demande désormais à ce que ce soit précisé. Et également, si la labellisation est provisoire dans la communication, on demande à ce que ce soit précisé sur le fait que c'est un acteur qui a peu de références, mais à qui on fait confiance puisque il a mis en place les bonnes procédures, il monte en compétences progressivement, mais c'est quand même important de le mettre en lumière. C'est pas péjoratif, ça veut juste dire que cette société-là est un petit peu plus accompagnée. Et donc, comment ça se passe après? Comme je vous disais, donc, il y a un audit de suivi pour la labellisation provisoire ou un audit de surveillance pour la labellisation pour 3 ans. Et comment ça se passe dans ces audits-là? Donc, la société d'audit, normalement, vous contacte pour programmer votre audit de surveillance une journée et de suivi, donc le demi-audit, c'est sur une demi-journée. Parce que entre 8 et 10 mois, le projet n'aura pas bougé non plus de façon significative ou ne sera pas totalement terminé. Donc, on prévoit une demi-journée pour vérifier finalement l'avancée de l'application des critères dans le projet. Et l'audit de surveillance, il a lieu sur un projet global. Il y aura moins cet échantillonnage sur d'autres projets, sauf si il y a un critère sur lequel on n'arrive pas du tout à répondre avec un projet qui correspond plutôt à un autre. Exceptionnellement, on va aller voir sur d'autres projets, mais globalement, ça se fait sur un projet. Et qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier donc l'application des procédures, comme je disais, quels progrès ont été faits, la levée éventuelle de non-conformités mineures, puisque je vous ai dit qu'en commission de labellisation, on pouvait accepter des non-conformités mineures pour qu'elles soient résolues au cours des 18 mois. Et on va mettre à jour le tableau de suivi des litiges et contentieux. Et donc, notez que pour ceux qui sont en audit de surveillance prochainement, l'audit de surveillance porte bien sur la version de grille de l'audit initial. Donc, ça veut dire que si vous êtes Calimeta 1, vous faites votre audit de surveillance sur Calimeta 1. Si vous êtes Calimeta 2, vous faites l'audit de surveillance sur Calimeta 2. Et à l'issue de cet audit, vous avez donc un rapport qui est présenté en commission de labellisation, qui vous est aussi envoyé, qui fait état des mêmes constats que j'ai cités précédemment. Et à ce moment-là, je les présente donc en commission de labellisation et on vérifie finalement que l'application est constante du référentiel est constante dans les projets. Et on peut prononcer des décisions de renouvellement pour les labelliser provisoires. Comme ça leur fait 3 ans de labellisation. J'en ai terminé pour ma présentation. Je vais laisser... Alors, j'ai des questions, mais... Ok, je vais prendre les questions et après, je laisse Céline vous faire une intervention. Donc,
afin de sécuriser la filière, cela devrait être obligatoire, car encore aujourd'hui, des projets se montent sans MOE et loin des règles de l'art. Je suis bien d'accord. C'est pour ça qu'on encourage le fait de faire recours à une maîtrise d'œuvre. Et l'autre question, c'est les niveaux d'engagement sont-ils obligatoires? Parfois, il s'agit de points très précis. Exemple, critère G1, présence du sectionneur 4 d'ASAB à proximité de toutes les machines tournantes. Alors, oui, c'est vrai que parfois, il y a des choses, en fait, oui, c'est vrai que je peux préciser, il y a des choses qui peuvent vous sembler très pointues, très précises. Généralement, c'est dû à des remontées, des retours d'expérience où on s'est dit, là, il faut absolument qu'on porte un point d'attention sur ce type d'équipement-là, parce qu'on a observé des problèmes sur d'autres unités. Donc, c'est pour ça que c'est précisé. Et en effet, une critique qui peut être faite actuellement sur les niveaux d'engagement, c'est que vous voyez que sur la liste des éléments attendus, donc qui sont les critères juste au-dessus, on précise ça correspond à quel acteur. Et sur les niveaux d'engagement, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas précisé à quel acteur ça s'applique. Donc ça, c'est typiquement une amélioration qu'on va devoir mener sur le guide de lecture. Mais sinon, oui, ils sont obligatoires d'y répondre dans la mesure où ça peut s'appliquer à vous. Par rapport aux contraintes maintenant, cela signifie-t-il qu'un constructeur qui ne fait pas de suivi après construction ne peut pas être labellisé? Non, ça ne signifie pas ça. Ça veut juste dire qu'il faut prévoir pour le porteur de projet, lui dire que par exemple, sur tel équipement, il y a telle maintenance qui est nécessaire. Après, s'il prend la maintenance avec une société dédiée à la maintenance, ce n'est pas un souci, mais il faut que vous puissiez le sensibiliser sur le fait, sur la fréquence des maintenances qui sont à réaliser et sur quels équipements. En espérant que ce soit clair. Si on a une participation dans le projet de l'ordre de 20%, peut-on être AMO et contractant général? Une participation de l'ordre de 20%. J'ai pas la réponse. En tout cas, enfin, j'ai mon idée, mais il faut que j'en rediscute parce que du coup, c'est un petit peu un cas particulier, comme tu disais. Et à ce moment-là, Monsieur Bachet, on pourra en discuter ensemble. Je poserai la question autour de moi. S'il y a des modules de formation, y a-t-il un module de formation avec vos auditeurs? Alors, il n'y a pas de module de formation avec nos auditeurs, mais cela dit, j'en ai discuté hier avec l'auditrice qui est intervenue sur le webinaire d'hier et ça pourrait être proposé parce qu'en effet, c'est vrai que la plupart des référentiels type ISO 9001 par exemple, eux, ils ont des formations pour pouvoir bien comprendre le référentiel. Sur Calimeta, ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait être tout à fait une option envisageable. Donc, on est en train d'y travailler. On travaille déjà à former les auditeurs sur le référentiel, mais ça pourra tout à fait après derrière se traduire par une formation des auditeurs eux-mêmes envers les potentiels labellisés. Bonjour, concernant les points assurance, avez-vous un retour des assureurs sur comment fonctionnent les assurances nominatives par projet? Est-ce que cela modifie les plafonds? Alors, j'ai pas la réponse. Par contre, je rencontre un assureur justement qui est assez concerné par Calimeta dans les jours prochains et donc je prends votre question et je vous ferai un retour sur cette question-là. Et je pourrais potentiellement aussi le rajouter dans la FAQ. Mais sinon, je reviendrai vers vous personnellement. Et dans la FAQ, comme ça, tout le monde pourra y accéder aux réponses. Merci. Je propose à Céline, si tu veux prendre la parole pour parler de votre expérience. Oui, du coup, je ne sais pas si j'ai quelques minutes ou si on a 10 minutes. Ou... tu as autant de temps que tu veux, parce qu'on est censé terminer à quelle heure? Ouais, ok, c'est censé terminer à midi. Tu prends 5-10 minutes, on peut déborder. Ça ne va pas se couper d'un coup, quoi. D'accord. Non, okay. Ça ne va pas se couper. Ça marche. Du coup, merci pour l'invitation et merci déjà pour tout ce qui a été mis en place via Calimeta 2 parce que je vais vous l'expliquer, pour nous, c'est très utile
Donc, je suis moi responsable Calimeta pour Solagro. Solagro, on est 44 salariés maintenant. On est sur deux bureaux à Toulouse et à Lyon. Et on travaille en termes de méthanisation en tant que AMO uniquement. On a par ailleurs 5 activités différentes et l'activité méthanisation est une de ces 6 activités, toujours dans le champ des énergies renouvelables et de l'agroécologie. Et donc, sur l'activité méthanisation, on est 10 ingénieurs chargés de projet, chargés de mission sur donc des missions d'études de faisabilité et d'AMO. On a donc été pilote en fait pour Calimeta 1, puis pour Calimeta 2. Et donc, on a démarré avec Calimeta en 2020. Lors de notre première, donc je vais vous brosser déjà juste notre historique rapidement et ce qu'on a mis en place et puis après ce que ça nous a apporté. Donc à l'époque, en 2020, on n'avait pas vraiment de système on n'avait pas de système de management de qualité concret, formalisé. Bien sûr qu'on utilisait le retour d'expérience pour améliorer nos outils de dimensionnement notamment, en études de faisabilité, de modélisation plutôt que de dimensionnement d'ailleurs. Mais le retour d'expérience est resté informel et l'amélioration relativement informelle. Donc, dès le début, en fait, quand l'auditrice est venue, on a pu se rendre compte qu'effectivement, il nous manquait quand même la base, à savoir la mise en place de ce système de qualité de manière générale. Donc, on a été formés. Vu que tu parlais des questions sur les formations, on a demandé du coup à l'auditrice AFNOR qui était venue de prendre quelques jours pour nous former à un système de management de qualité un peu raccourci. Elle ne nous a pas fait une formation ISO 9001 complète, mais adaptée à notre périmètre d'action et adaptée à Calimeta, mais quand même reposant essentiellement quand même sur les principes de base d'un système de qualité général. Et on a été formés, 4 parmi nous ont été formés plus explicitement à l'audit interne. Voilà, donc moi je m'occupe vraiment de la mise en place du référentiel qualité de manière générale et on est 4 à réaliser des audits internes. Je vais vous expliquer après comment on a fait. Donc, cette Calimeta était une bonne nouvelle dans le sens où on arrivait à un point où on commençait à être trop nombreux pour fonctionner de façon orale et avoir une fluidité dans les informations entre nous. Et donc, justement, on travaillait fortement sur l'amélioration de nos outils et essayer de formaliser, etc. Et le fait que Calimeta arrive, ça a légitimé en fait cette action que certains, dont moi, avaient envie de porter à l'intérieur de Solagro, mais qui n'avaient pas forcément l'écho qu'il fallait pour des personnes qui avaient l'habitude de travailler comme on travaillait à l'époque. Et donc, Calimeta a permis à la direction de se rendre compte de l'importance que ça avait et de confirmer, ça a confirmé en fait le besoin d'avoir un système de qualité en bonne et due forme et légitimer le discours de ceux qui voulaient porter cette action. Donc, on a mis en place les choses comme il fallait avec une revue de direction chaque année avec le comité de direction de Solagro, une politique qui est du coup affichée et donc une volonté affirmée de nous donner les moyens de mettre en place cette qualité. Donc, aujourd'hui, on a, pour vous donner un exemple, on a 5% de notre chiffre d'affaires finalement qui est dédié à ces actions de mise en place. Alors, c'était la mise en place au début, ça va peut-être se réduire ensuite, mais renforcement aujourd'hui de notre système de qualité. Donc 5% du chiffre d'affaires. On a donc les revues de direction, on a des revues de fin de contrat. Je vous dis les actions essentielles qui sont faciles à mettre en place et pour lesquelles on trouve un grand intérêt. Donc chaque fin de mission, on se pose et on a une revue de fin de contrat où là, on va pouvoir regarder ce qu'on peut mutualiser avec les collègues, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et qu'est-ce qu'on en déduit, qu'est-ce qu'il faut du coup modifier dans l'ensemble de nos outils ou process, ou voire se renforcer sur une compétence parce qu'il y a une lacune. Donc là, on a un point d'arrêt, un retour direct d'expérience et donc d'amélioration continue. Et ensuite, on a les fameux audits internes. Donc la façon dont on les fait, les audits internes sont toujours faits d'une façon collective et bienveillante. C'est vraiment les premiers mots d'ordre. Donc, on s'est juste réparti complètement aléatoirement tous les critères et on a un audit interne par mois.
Donc, avec 12 audits internes de 1 heure, on a balayé tous les critères. Et à chaque fois, on a une équipe de 3. Il y a une personne qui va chercher les informations, si possible, dans ses contrats à elle, sinon dans les contrats des collègues, qui permettent de prouver ou non, de témoigner ou non du respect du critère. Il y a une personne qui lit le critère, qui comprend bien le référentiel, et une personne qui prend note de tout ce qu'on a dit pendant la discussion et du coup des actions à engager si nous on n'est pas satisfait de la réponse qu'on apporte au critère. Donc il n'y a personne il n'y a pas un auditeur et un audité. On est une équipe de 3 et on essaye de répondre à la question jusqu'à quel point on répond au référentiel et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Mais aussi, des fois, si le critère est pas, on ne trouve pas adapté à ce qu'on est en train de faire ou qu'on ne sait pas comment y répondre, on le remonte à Laurine. Et effectivement, on a fait partie du comité d'amélioration du label et il y a eu des discussions assez longues qui ont permis d'aboutir au schéma de positionnement que Laurine a montré au niveau des différents métiers. Mais je trouve que ce qui est bien dans Calimeta, c'est qu'il y a quand même un dialogue entre les personnes qui sont les entreprises auditées et puis le comité de label. Voilà, donc finalement 1 heure par mois, et puis après, les actions qui en découlent, il faut les mettre en place. Ce qui était long au départ, c'était de mettre des outils, des réceptacles en fait pour ces missions. Donc là, typiquement, on a créé un outil de gestion de projet de A à Z avec vraiment la liste de toutes les actions, mais même nos actions internes, quoi. Envoyer le devis signé à la comptabilité, ça paraît idiot, mais c'est écrit quelque part, et maintenant on l'oublie plus, quoi. Et maintenant, surtout, on a cet outil-là qui nous permet de ensuite faire des modifications. Si on se rend compte qu'il y a des lacunes ou qu'il y a un retour d'expérience, que pour X raison, on n'envoie plus à la bonne personne à la compta, j'en sais rien, on sait où le marquer maintenant. Au lieu de se dire, n'oubliez pas, maintenant, la comptabilité, c'est un tel qui doit recevoir la facture. Il n'y a plus ça. On modifie dans l'outil et c'est réglé une fois pour toutes. Donc, on a obtenu, en mettant en place ce système de qualité, un confort réel, en fait, une charge mentale en moins dans nos actions. Et ça, c'était pas pour ça qu'on l'avait fait en premier. En premier, on vise le client. Donc, on se dit, on va améliorer notre prestation auprès du client. Ensuite, on se dit, on va on va anticiper nos dérives. Donc, on va s'améliorer, nous, en performance. Mais au final, ce qu'on retient, c'est du confort de travail pour nous, quoi. C'est vraiment, et ça, je trouve que ça fidélise en fait les ressources humaines parce que tout le monde n'est pas, il y a des personnes qui ont besoin en fait de ce cadre sécuritaire. Et parmi nos collaborateurs en recrutement, on sait qu'il y en a qui apprécient fortement ça, qui auraient du mal à travailler sans en fait. Donc au final, nous, on retient surtout un confort et une fidélisation en fait des personnes qui travaillent chez Solagro. Donc cette amélioration continue, elle porte tellement ses fruits sur l'activité méthanisation que là, on nous demande de l'élargir aux autres activités de Solagro, ce qu'on n'a pas tout de suite le temps de faire, mais il y a quand même un effort qu'on doit faire dans ce sens-là. Donc c'est pour montrer que la direction voit un grand intérêt à ce qu'on a mis en place. Et également le fait qu'on a un socle solide sur notre cœur de métier actuel qui concerne études de faisabilité AMO, ça nous permet maintenant de greffer des nouvelles prestations dessus. Et par exemple, on se tourne davantage vers l'aide à l'exploitation maintenant. Et par exemple, là, on propose maintenant de passer une caméra pour regarder les feeds. On est beaucoup plus serein maintenant pour créer des nouvelles prestations, des nouvelles activités parce qu'on a une base solide sur laquelle s'appuyer. Comme des petits points aussi qui découlent en fait de la mise en place de cette de Calimeta chez Solagro, c'est que là on pense même à rédiger une charte. Donc là en écho à ce qu'on a dit sur le maître d'œuvre, on est en train d'écrire une charte qui va nous permettre dès le départ avec le maître d'ouvrage de bien s'entendre sur la façon dont nous on souhaite travailler. Alors ça peut être sur les méthodes, ça peut être également sur du fond, sur les intrants qu'on espère voir ou pas dans leur plan d'approvisionnement, sur des questions d'agroécologie qu'on aimerait leur faire amener à travailler, mais aussi sur le fait que typiquement, nous, on ne travaillera pas s'il n'y a pas de maître d'œuvre. Donc, dès le départ, on va pouvoir mettre en place cette charte qui va définir en fait les conditions d'une bonne relation de travail entre le maître d'ouvrage et nous, et que si à la fin, ils ne souhaitent pas prendre de maître d'œuvre, nous, on avait dit dès le début que dans ces cas-là, on ne souhaite pas travailler de cette façon-là. Et le fait d'avoir Calimeta derrière, on se sent beaucoup plus assuré en fait pour
ça va être une tentative, hein, on l'a pas mis en place encore, mais pour tenter ce genre de choses. Et puis aussi, on a monté un projet avec un outil passerelle. Et là, on s'est fortement inspiré de Calimeta pour travailler sur un outil d'aide à l'exploitation pour l'exploitant qui sera gratuit, qu'on va bientôt présenter au Club Biogaz notamment, qu'on a fait grâce au financement de l'ADEME notamment. Et là, c'est directement inspiré d'un principe d'amélioration continue. Donc voilà, une fois qu'on a mis en place Calimeta, on tire des ficelles en fait qui nous amènent aussi à d'autres activités. Voilà, j'ai fait un très vite. Voilà ce que j'avais noté. Je ne sais pas si Laurine, c'est ce que tu espérais. Faut savoir que j'ai pas drivé ton intervention, mais c'est vrai que c'est typiquement le genre de retour qu'on a et c'est pas Solagro est pas un cas isolé hein, dans ce retour-là, donc je te remercie en tout cas de ce témoignage-là qui reflète finalement les impressions aussi que je peux récolter d'autre part, quoi. Moi, voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que c'était clair et que ça répondait à pas mal de vos questions. Et puis, s'il reste des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Je suis toute oui pour prendre vos retours sur Calimeta 2 et répondre à vos questions. Merci à tous. Oui, à Solagro aussi, pardon. S'il y en a qui veulent un retour d'expérience de confrères ou qui se posent des questions, moi, il n'y a pas de problème pour partager notre expérience, quoi. Voilà. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous, vraiment. Donc là, on est... Voilà. Si vous souhaitez participer, pareil, en commission d'amélioration, n'hésitez pas à me le dire. On va se réunir à la rentrée pour faire le retour sur l'ensemble des constats des audits pilotes sur Calimeta 2. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.